Merci. En ces temps de nouvelle gouvernance à l'ULB et de transition vers une nouvelle gouvernance à l'hôpital Erasme, il me semblait utile d'évoquer ici le concept même de gouvernance et ses liens avec la liberté. Et je voudrais commencer par remercier tous ceux qui, au cours des dernières années, ont participé aux nombreuses réunions qui nous ont permis ces résultats, et particulièrement notre collègue Alain Erali, qui, avec une opiniâtreté, un dévouement et un talent considérable, est parvenu à les faire évoluer et les concrétiser. La nouvelle gouvernance se met en place à l'université depuis 18 mois et les décisions relatives à la nouvelle gouvernance de l'hôpital Erasme ont été proposées et acceptées en juin-juillet, doivent être maintenant mises en œuvre. La gouvernance, c'est un concept qui reste encore source de beaucoup de malentendus, mérite en tout cas une place dans les débats de société, puisqu'elle concerne la définition des missions des institutions, leurs règles de fonctionnement, leur évaluation. Gouvernance doit être évaluée, elle doit évoluer régulièrement parce que l'environnement change, et les circonstances aussi. Dans le secteur privé, où les grandes entreprises, un peu partout, posent des problèmes de gouvernance, certains considèrent qu'il suffit d'aligner l'intérêt des actionnaires et ceux des dirigeants avec des incitants financiers massifs pour résoudre le problème. Cette approche est en train de compromettre le fondement même de notre système. Lorsqu'Adam Smith, à la fin du XVIIIe, a élaboré le système qui allait devenir l'économie de marché moderne, il pensait que l'intérêt du marchand ne pouvait être opposé à celui de son client ou de son partenaire, parce que son intérêt était de gagner leur confiance et de poursuivre l'ensemble des missions qu'il s'était données dans son entreprise. Et ces missions étaient diverses et subtiles et variées. En fait, les rémunérations abusives et asymétriques qui se généralisent depuis 30 ans dans certains secteurs encouragent la fraude et la tromperie au détriment des clients. Elles créent aussi des inégalités grandissantes, souvent par enrichissement d'aubaines, et détournent les acteurs du respect normal de leurs fonctions, en les transformant en des mercenaires chasseurs de primes. L'économie a besoin de réformes profondes de la gouvernance de beaucoup de grandes entreprises, car certaines pratiques de rémunération conduisent à des comportements prédateurs qui peuvent être particulièrement nocifs dans des domaines sensibles comme le domaine pharmaceutique ou celui de la finance. Dans le secteur public également, certains pensent qu'un débat sur la gouvernance n'est pas nécessaire parce que naturellement, tout le monde se préoccupe de l'intérêt général et que le contrôle par le suffrage universel sanctionne automatiquement toutes les déviances. C'est tout aussi illusoire et il est dangereux de croire que l'assimilation à la logique privée de l'intérêt de l'actionnaire ou la privatisation sont de bons remèdes aux éventuels problèmes de gouvernance publique. Le secteur financier belge, par exemple, a été dramatiquement fragilisé par les privatisations des années 90. La gouvernance publique et la régulation ont aussi beaucoup de mal à corriger les aberrations de marché et abus de monopole de plus en plus fréquents. La mauvaise gouvernance est au service des intérêts particuliers, du favoritisme et du copinage. Elle a donc beaucoup d'amis. En fait, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, dans le non-marchand, la bonne gouvernance des institutions n'est pas immanente, elle ne découlera pas non plus, comme le prétendent certains codes, d'un alignement d'intérêts d'intérêts particuliers et d'incitants massifs. La bonne gouvernance consiste à mettre en place les missions, les mécanismes et les règles qui donneront le pouvoir de gestion et de contrôle à des gens compétents qui n'abusent pas de leur pouvoir, bref, qui respecteront leurs fonctions. À cet égard, du respect de la fonction, le rôle des membres du conseil d'administration ou d'autres collèges est essentiel et délicat. Ils doivent participer ouvertement au débat menant à des décisions d'intérêt collectif, type de décisions ô combien précieuses, très différentes de compromis entre des intérêts particuliers. Ceci nécessite une indépendance et un grand respect de sa fonction pour que l'administrateur,
en tout temps, refuse les instructions, qu'elles viennent d'un actionnaire, réel ou supposé, ou de tout autre intérêt particulier, et qu'il garde son libre arbitre, et puisse ainsi aider les institutions à garder l'autonomie nécessaire au bon fonctionnement des sociétés ouvertes. À l'origine des réflexions sur la notion d'État, on trouve la théorie des deux corps du roi, concept selon lequel le roi a un corps institutionnel et un corps physique. Le corps institutionnel, qui est la fonction royale, est éternel et il est source de loi. Il ne meurt pas. Le corps physique, par contre, est mortel et il est soumis à la loi, il doit respecter la fonction royale. Ernst Kantorowicz, qui fut un des plus grands historiens du siècle dernier, y voit l'origine d'un grand schisme anglo-continental, soutenant que si ce concept a été progressivement adopté en Angleterre dès le Moyen Âge, adoption accélérée par l'avènement du Parlement, le pouvoir royal en France et sur le continent l'a étouffé, insistant sur le pouvoir absolu du roi. Et les juristes se sont soumis, entraînant une grande partie du continent européen. Ceci explique peut-être la moindre robustesse des institutions, en France, en Espagne. L'absolutisme et la servilité y ont été beaucoup plus facilement acceptés, et l'indépendance des fonctions et des institutions beaucoup moins. L'Angleterre a peut-être été influencée par l'exemple de Thomas Becket, compagnon de débauche du roi Henri II, premier Plantagenet, devenu fin du XIIe siècle archevêque d'Angleterre suite à l'insistance du roi qui voulait un archevêque obéissant. Il défendit le respect de l'intégrité de cette fonction qu'il n'avait pas sollicitée, on comprend pourquoi, jusqu'à être assassiné, probablement sur ordre du roi qui ne supportait pas son indépendance inattendue. Assassinat à l'origine d'un mythe fondateur dans la conscience collective anglaise que le concept des deux corps du roi et ensuite la réforme et l'insistance des protestants à assumer la responsabilité personnelle ont probablement renforcé. Des institutions bien gouvernées ont plus de chances de rester autonomes et ceux qui y travaillent de rester libres. Au bout de la bonne gouvernance, on trouve donc la liberté. Et par liberté, je n'entends pas la possibilité de faire n'importe quoi, mais plutôt notre libre examen, la possibilité d'exercer son libre arbitre dans un cadre documenté et contradictoire. Paul Immense, à qui le grand hall de ce bâtiment vient d'être dédié, déclarait en 1938 « La liberté est un stade supérieur de la vie sociale. On y arrive par un long effort. Elle ne se donne pas, il faut la conquérir. Pour la garder, il faut la mériter. » En mars 1914, les 75 ans de Paul Immense inspiraient à Jules Bordet les propos suivants, je cite. « Sa carrière est un hymne à la liberté. Nul n'a souligné avec plus d'insistance la nécessité d'élever le niveau de la culture et de veiller à l'éducation morale. Il ne suffisait pas, disait-il, de proclamer la liberté, elle suppose une capacité et une organisation. » Fin de citation. Nous devons préserver cette liberté qui est dans les gènes de notre institution et nous la préserverons par la bonne gestion de l'institution, par une vigilance et une réaffirmation constante. Les années 1990 avaient fait croire que partout la combinaison de la démocratie et de l'économie de marché assurerait l'avènement ou la consolidation de la liberté individuelle. Le début du XXIe siècle a connu la fin précoce de cet espoir, qui était peut-être une simple euphorie. Cette idée de fin de l'histoire dont Fukuyama avait marqué les esprits avant de se repentir de façon brillante d'ailleurs. L'économie de marché est créative et créatrice, mais elle n'est pas tenable dans son fonctionnement actuel. Mal régulée, dominée par des intérêts particuliers, elle génère des inégalités, des pollutions et des soubresauts dont elle a de plus en plus de mal à se guérir. Et peut-être en corollaire ou en pitoyable antidote, l'obscurantisme revient en force, menacer ce que beaucoup avaient cru être les acquis d'une civilisation humaniste et demande une soumission qui semble pour certains plus rassurante que la liberté. Ceux qui veulent restreindre la liberté et le libre examen visent en fait toujours leur propre pouvoir personnel et abusif. Le combat pour la liberté personnelle et l'autonomie des institutions reste essentiel et une bonne gouvernance en fait partie. Je nous souhaite à tous une année fructueuse au service du progrès et de la liberté. Merci.